Madame Alexandre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Donc effectivement, c'est un moment extrêmement important aujourd'hui avec la présentation du plan de résilience. Je l'ai abondamment détaillé au sein des commissions, donc j'essaierai d'en faire une présentation plus synthétique avec des éléments de contexte, quelques questions de principe pour ensuite laisser place à des échanges que j'espère denses et fournis à la hauteur des enjeux. Donc quelques éléments de contexte. Donc ça fait quelques décennies déjà que le dérèglement climatique est à l'œuvre et comme l'a illustré ce matin Vincent Dubreuil, le traditionnel climat breton d'influence océanique est devenu une sorte d'image du passé. Les grands systèmes dépressionnaires traditionnellement appelés les systèmes norvégiens qui arrosaient la Bretagne, partant de Terre-Neuve en balayant tout le nord Atlantique, ne viennent plus aujourd'hui sur nos côtes mais sont 2-3 degrés au nord, Nord-Irlande, Écosse, Norvège, mais ils ne sont plus sur nos territoires. Et la Bretagne s'éloigne sensiblement de cette image d'une région humide qui a perduré jusqu'aux années 80-90, mais ça n'est plus d'actualité. Et puis l'été 22 survient avec l'acuité que nous avons tous connue. 4 départements administratifs bretons placés au niveau sécheresse le plus élevé, des retenues d'eau qui ne disposent quasiment plus de stock. On achemine l'eau grâce aux interconnexions, au prix de dépenses énergétiques importantes. Des communes qui doivent être alimentées en bouteilles, en citernes pour couvrir les besoins en eau potable de la population. Des milieux qui souffrent, ce qui majeure encore la disparition déjà sévère de biodiversité. Mais c'est également l'ensemble des activités humaines qui connaît un brutal coup de frein. Agriculture, énergie, tourisme, industrie. Parce que sans eau, il n'y a aucune vie, aucune activité possible. Alors cet été 2022, en forme d'électrochoc, n'est pas une crise, puisqu'il va devenir la norme. Les prévisions du GIEC sont assez précises, qui nous annoncent une diminution d'au moins un quart, un tiers des débits des cours d'eau. Notre pluviométrie qui va évoluer avec des fortes disparités. D'abord spatiale, avec plus d'eau à l'ouest, où il pleut déjà beaucoup, moins d'eau à l'est, où il pleut 2 fois moins. Et puis temporelle, avec ces sécheresses plus intenses, plus longues en été, et des précipitations brèves et violentes en hiver. Et comme chacun le sait, ces précipitations brutales ne sont pas celles qui rechargent le plus facilement les nappes. Donc l'été 2022, c'est un avant-goût de ce qui nous attend. Et par ailleurs, d'autres éléments de contexte. Un territoire attractif, ce qui pourrait être une bonne chose, qui devrait accueillir près de 300 000 habitants supplémentaires d'ici 2070, ce qui va générer de nouvelles activités économiques, mais aussi une consommation d'eau qui provient à 75% d'eau de surface, partiellement perméable aux pollutions, particulièrement perméable aux pollutions diffuses, et cette eau déjà soumise à de nombreuses pressions sur l'aspect qualitatif, parce que même si nous évoluons favorablement sur le taux de nitrate, il nous reste du chemin à parcourir. D'autant que les problématiques se multiplient avec les produits phyto, les PFAS, résidus médicamenteux, microplastiques, avec une contamination généralisée des eaux brutes par les pesticides. Les chiffres publiés par l'OEB indiquent plus de 99% des eaux bretonnes contaminées par des métabolites. Et puis d'ailleurs, un fait d'actualité. Aujourd'hui, le tribunal administratif de Paris vient de condamner l'État pour faute pour son échec à respecter ses engagements visant à diminuer l'usage des pesticides. Pour la première fois, on reconnaît l'existence d'un préjudice écologique résultant de cette contamination généralisée, diffuse, chronique, durable des eaux, des sols par les phytos. Sacré sujet. Parce que mécaniquement, la raréfaction de la ressource va majorer les problématiques qualitatives que nous connaissions déjà. Et donc c'est dans ce contexte aigu de pression sur la ressource que le président Loïc Chenet-Girard, en complément du plan breton de l'eau, a déclenché la proposition de ce plan de résilience en ABE à l'issue de cet été. Un plan de résilience qui repose sur des valeurs ou des principes dont je souhaite dire quelques mots. D'abord l'humilité, parce que les situations que nous connaissons sont complexes. Parce que nous vivons dans un monde d'interdépendance où le moindre changement entraîne des conséquences en cascade, ce qui tend à le rendre assez inertiel. Un monde complexe parce que nous sommes soumis à des injonctions temporelles contradictoires, l'urgence d'agir vite, mais aussi la nécessité d'embarquer tout le monde, ce qui induit un temps long. Parce que face à cette complexité, nous ne pouvons pas avoir d'attitude dogmatique. Et je vais l'illustrer par un sujet clivant,
et à dessein avec la question des retenues collinaires. Certains voudraient les généraliser, faisant fi du cycle long de l'eau. D'autres voudraient les interdire. Je ne parle pas des élus ici dans cette enceinte, mais des situations auxquelles on est confronté sur le terrain. D'autres voudraient les interdire, au risque de voir disparaître nombre d'exploitations agricoles. Alors il nous faut sans doute être un peu plus subtil, fixer un cadre général cohérent, en s'appuyant sur un diagnostic fin des ressources, du territoire et des impacts environnementaux. Un cadre qui définit une destination, et ici pour nous ce sera la production de fruits et de légumes, et qui s'accompagne de mesures compensatrices structurelles. Un autre mot, solidarité. La question de la solidarité est cruciale entre le rural et l'urbain, entre le centre-Bretagne et le littoral, entre l'amont et l'aval. Parce que nous connaissons des grandes hétérogénéités sur le territoire. Les zones urbaines, qui exercent beaucoup de pression sur la ressource, touchent par leur développement taxes, dotations globales de fonctionnement, richesses fiscales. Et à l'inverse, les bassins versants sur lesquels reposent les contraintes, qui doivent se porter garants des gestions quantitatives et qualitatives, ne disposent, eux, de quasiment aucun soutien. Donc nous avons un besoin urgent de trouver un autre modèle qui favorise la protection, la valorisation de la ressource. Mais ce modèle ne peut être défini que collectivement. Démocratie. Vous connaissez la cohérence de notre bassin hydrographique et si la goutte d'eau tombée en Bretagne est dégradée à l'issue de son parcours, nous en portons tous une responsabilité collective. L'eau représente un véritable enjeu de société, de bien commun de vivre ensemble. Donc sur cet enjeu, l'exercice démocratique est absolument déterminant. Et enfin, dernier mot, détermination et responsabilité. Parce que c'est de l'eau superficielle qui est consommée en Bretagne et quand elle vient à manquer, ça impacte toutes les formes de vie, tous les usages, toutes les économies. L'eau constitue notre ressource naturelle, exceptionnelle, irremplaçable. Il nous faut donc la partager, la gérer, la protéger, ce qui passe nécessairement par la modération des usages de la ressource et la priorisation des usages. Et c'est cette question qu'il nous faut collectivement prendre à bras-le-corps. Et face à ces enjeux, la région prend sa part. C'est l'objet du rapport de la session qui vous a été remis. Chacune de nos politiques sectorielles a été revisitée par le prisme du plan de résilience avec la volonté d'être concret, opérationnel, efficient. Notre plan est constitué en 7 axes qui vous ont été présentés et chacune de nos politiques sectorielles est ainsi analysée. Nos engagements concernent notre patrimoine, nos dispositifs, c'est-à-dire les lycées, les canaux, les ports, les aides aux entreprises, les aides agricoles, l'aménagement du territoire, le tourisme, la mer et le littoral et la politique de l'eau. Alors je ne détaille pas ici les propositions concrètes qui passent de la désimperméabilisation des cours de lycée au déploiement du plan arbre ou à la gestion des eaux pluviales, en passant par la campagne de communication lancée depuis le 12 juin sur le caractère rare et précieux de la ressource ou encore l'éco-watt de l'eau en lien avec l'État ou les expérimentations territoires sans pesticides de synthèse. Ce sont que quelques exemples, mais pour un engagement massif et déterminé. Parce que l'eau est notre bien commun, notre bien vital, c'est notre santé à toutes et tous. L'eau devient une question stratégique, économique, sociétale, une question centrale en termes d'aménagement. Et elle est désormais au cœur de toutes nos politiques publiques. Et c'est un constat, il y a désormais peu de sujets autour desquels faire société. Sur nos biens communs, l'eau, la terre, l'air, la mer, la biodiversité, les mauvaises nouvelles ont tendance à être quotidiennes. Mais il est grand temps d'arrêter cette spirale du désenchantement. Et je pense aussi qu'il est de notre responsabilité, en tant qu'élus bretons, dans le respect de la diversité de nos opinions, de nos différences d'approche ou d'appréciation. Et je comprends que certains nous trouvent trop lents, quand d'autres nous trouvent trop rapides. Mais nous devons collectivement avoir pour unique boussole l'intérêt général et la préservation du bien commun. Et sur cette question aussi vitale que celle de l'eau, nous devrions savoir dépasser nos différences pour faire corps et avancer ensemble dans cette même direction et transmettre aux Bretonnes et Bretons confiance dans notre capacité d'agir collectivement, de façon cohérente, raisonnée, déterminée. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci d'avoir lancé ainsi le débat. Nous avons 6 inscrits et je passe la parole à Madame Desmar. Non, pardon, à Madame Tabar. Excusez-moi, Madame Tabar.